est là, émission proposée par le groupe Bordeaux en lutte, pour vous faire entendre un peu nos revendications et les revendications des camarades. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne, qui est élue à la mairie de Bordeaux, sur la liste Bordeaux en lutte, donc. Oui, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Et Nordine, attachée de groupe, qui nous expliquera un peu en quoi consiste le travail de l'attaché au conseil municipal. Alors, je dois avouer qu'il faut faire preuve de beaucoup de pugnacité parce que c'est vraiment un rôle qui n'est pas très facile. Pourquoi? Parce qu'on voit bien on rentre dans le monde de l'entre-soi où tous les élus se connaissent depuis au moins une mandature. Donc, bien évidemment, il y a le jeu démocratique où on essaie de s'attaquer par des joutes verbales, puériles, vraiment qui font perdre énormément de temps. On s'attaque gentiment, avec un visage quand même exprimant de la colère pour montrer un désaccord, mais après, au moment des votes, on voit bien que tout le monde vote dans le même sens. Donc c'est très difficile parce que nous avions, et nous avons toujours pour mission de faire entrer cette colère sociale, d'expliquer ce qui se passe vraiment dans la vraie vie des vrais gens. Et là, on voit qu'on est tout à fait dans un monde déconnecté. Déconnecté parce que dès qu'on essaie d'introduire de la politique, des sujets de terrain, des sujets qui sont vraiment prégnants, on nous fait passer pour les huluberlus, les agités du moment, et ce qui est assez pénible, je dirais pas difficile, pénible à vivre parce que de toute façon, on ne nous fera pas taire, on continuera à avancer des sujets qui sont vraiment d'actualité, nous sommes là pour ça et nous continuerons. Donc c'est vraiment cette pugnacité pour moi qui est vraiment la plus importante parce que déjà quand on voit la façon dont la position que nous avons dans l'hémicycle, on va dire, on est vraiment isolés, les trois en haut, surtout on ne va pas se mélanger aux autres. Et on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'échange ni d'aide de la part de ces élus qui sont assez aguerris pour la plupart parce que ceux qui viennent de rentrer pour la première fois, pour une grande partie, on n'a même pas entendu, on ne connaît pas le son de leur voix, ce sont toujours les ténors, les gens qui ont de l'expérience qui s'expriment. Et nous, démocratiquement, comme nous le faisons dès le départ, eh bien, nous intervenons, nous partageons les interventions. Donc forcément, on est obligé de s'exprimer. Alors, tu parlais des ténors qui s'expriment. C'est vrai que pour assister moi aussi au conseil municipal, c'est souvent des hommes qui s'expriment, il y a peu de femmes qui prennent la parole, donc c'est à noter quand même. Alors qu'il y a la parité, on sent qu'au niveau de la prise de parole, c'est quand même très très masculin, tout ça très viriliste. Et tu parlais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, de ce mépris déjà que tu viens de signaler, et notamment que tu as vécu lors d'un conseil de quartier. Ah oui, ça c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que lors du premier conseil de quartier à Bacalan, j'ai voulu m'inscrire, comme tous les habitants du quartier, pour pouvoir participer à ce fameux premier conseil de quartier, sachant que le maire ou l'adjoint au maire est un communiste, Vincent Morin, qui est très connu et qui me connaît puisque nous avons milité ensemble, je vais dire, du temps du Front de gauche. Et donc quand je me suis... Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai voulu m'inscrire, eh bien j'ai eu la secrétaire de M. Morin qui m'a appelée en disant Madame, on ne peut pas vous recevoir, on ne peut pas vous accueillir. À cause des mesures Covid, la salle est vraiment pleine, on ne pourra pas accueillir une personne de plus. Alors je lui ai expliqué que quand même il y avait jamais eu de date butoir pour s'inscrire et tout ça, et qu'en tant qu'élue et surtout habitante du quartier, parce que c'était vraiment ce qui moi me motivait davantage, c'était d'être là pour dire ce que je vivais au quotidien et ce que je partage depuis plus de 6 ans maintenant avec les habitants du quartier, pouvoir m'exprimer et surtout écouter ce qui se passait, ce qu'ils avaient à dire. Eh bien, forte de cet avis et très en colère, eh ben, j'en ai fait part à Bordeaux en lutte et à Nordine, et je lui ai dit, mais moi il faut absolument, quitte à faire le pied de grue devant, mais je rentrerai dans ce conseil de quartier. Donc, tu as pu y rentrer finalement. J'ai pu y rentrer. Et la salle était-elle bondée? Là alors, premièrement, M. Morin ne m'a jamais appelé pour me dire que je pouvais venir. La secrétaire m'a appelé le lendemain pour me signifier qu'il y avait eu un heureux désistement de dernière minute, ce qui est quand même assez amusant. Et deuxièmement, oui, je suis rentrée, et quand je suis arrivée,
il y avait certes du monde, mais certains des habitants qui attendaient à l'extérieur ont pu rentrer. Ils étaient sur liste d'attente, ils ont quand même pu rentrer, donc vous voyez que le motif était tout à fait fallacieux et que je pouvais tout à fait rentrer. Et une fois dans la salle, il y avait tout un rang de personnes, de chaises vides qui devaient servir à des intervenants qui ne sont jamais venus. Donc du coup, je me suis, non seulement j'ai pu rentrer, mais je me suis retrouvée à la tribune. Isolée toutefois, si pour ceux qui ont vu des photos, je suis vraiment dans un coin, mais j'ai pu participer à la réunion lors de laquelle j'ai pu m'exprimer. Je tiens juste à dire que l'ancien maire adjoint, M. Denishka, a fait remarquer à M. Morin que ça faisait partie de la courtoisie républicaine et que, en tant qu'élu, normalement, nous n'aurions pas dû même nous inscrire. Donc ça va aussi loin que ça. Voilà. Bon, Nordine, toi tu es attaché comme moi au groupe Bordeaux en lutte à la mairie de Bordeaux. On a fait déjà pas mal de conseils municipaux et préparé sur tous ces conseils. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux copains qui vont nous regarder en quoi consiste la tâche d'attaché de groupe à la mairie de Bordeaux? Oui, donc du fait qu'on est un groupe politique, c'est plus de 2 élus dans une assemblée, que ce soit au conseil départemental, au conseil municipal ou au conseil de métropole. Donc du fait qu'on est un groupe à Bordeaux, on a certains droits, notamment d'avoir un attaché plein temps, donc comme tu l'as dit, qu'on partage en ayant créé 2 postes mi-temps pour pouvoir se répartir le travail, et des locaux dans lesquels nous sommes en train de filmer, et comme on peut le voir, on les rend vivants, puisqu'Antoine vient d'essayer de me dire quelque chose que je n'ai pas compris, mais voilà. Donc désolé pour le petit passage d'Antoine si on l'a reconnu. Voilà, donc nous on travaille plus spécifiquement sur les dossiers, parce qu'à savoir quand même, je ne sais pas si ça c'est, mais un élu à la mairie de Bordeaux, pour tout le travail qu'il doit consacrer, c'est, si je dis pas de bêtises, 287 €. Voilà. Donc on ne peut pas avoir des élus qui se consacrent à plein temps, en tout cas à 100% de leur temps à leur mandat. Heureusement qu'on a le droit d'avoir des gens qu'on appelle des attachés et qui sont donc Myriam et moi pour Bordeaux en lutte qui travaillent sur les dossiers, parce que vous ne pourriez pas vous consacrer. Et d'ailleurs, Evelyne, à chaque conseil, tu perds une partie de ton salaire parce que tu dois prendre des jours de congé. Mais bref, donc Bordeaux en lutte a 2 attachés. Et puis on est donc présent au conseil municipal, on est présent dans plusieurs conseils d'administration. Je te parle alors que tu comprends tout ça. Non, Mais... non, c'est pas pour moi, c'est pour les copains. Du coup, donc, voilà, les CCAS, le CCAS par exemple, le conseil d'administration des centres sociaux de Bordeaux, et puis les commissions permanentes qui sont au nombre de 4 à la mairie de Bordeaux. Donc Antoine Goudinet en a 2, Philippe Poutou 1 et Evelyne une, voilà. Donc on travaille sur tout ça. On fait un gros travail sur les dossiers municipaux parce que nous, comme on l'a dit et comme on l'a annoncé, on voulait à la fois être présent dans les luttes, mais à la fois remplir à temps plein notre rôle d'élus municipaux qui nous concerne maintenant. Et en fait, le conseil municipal, j'en dis 2 mots parce que c'est la même chose pour les autres conseils. Il y a dans un premier temps une réunion des présidents de groupe où on doit décider sur toutes les délibérations, lesquelles on groupe et on dégroupe. Pour les délibérations groupées, elles sont annoncées en début de conseil municipal et on vote d'un bloc. À savoir que tous les autres groupes, sauf nous, votent pour. Généralement, à titre, je crois que sur les 4 qu'on a fait, j'ai pas vu un seul. Voilà. Donc en moyenne, sur disons 80 délibérations, il y en a 65 qui sont votées en groupé. Nous déjà, on est casse-pieds parce qu'on annonce nos votes en disant que même sur les groupés, c'est-à-dire celles sur lesquelles on n'intervient pas, on s'abstient, on vote contre, on vote pour bien souvent. Et puis après, il y a les dégroupés, celles sur lesquelles on désire intervenir, donc celles sur lesquelles on travaille plus spécifiquement. Et là, donc, on aide les élus dans leur tâche de préparer leur intervention, on essaye de faire des recherches, et puis surtout, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est politiser le conseil municipal, parce que ces délibérations qui passent une à une, au final, c'est pas très politique. C'est une somme qu'on donne à une association, mais on ne sait pas exactement dans quel but, ou alors une décision municipale qui est détachée de toute décision politique globale. Et donc là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rencontrer donc les associations, les collectifs de terrain, les personnes qui désirent nous rencontrer, et de faire remonter au conseil municipal, à l'aide de cette possibilité d'intervenir au moment du vote des délibérations, ce que pense le terrain, les revendications, les aspirations. Et je crois que des fois, et c'est ce que disait Evelyne, du coup on nous considère un peu comme des élus perdus parce que des fois on essaye de politiser. Si on a des délibérations sur le logement par exemple, nous on va parler d'expulsion, on va parler de squat. Si on a une délibération sur les écoles, on va parler d'éducation et on va essayer de d'embauche, etc. Il y a aussi un autre biais qu'on utilise, ce sont les questions écrites. Alors est-ce que tu peux expliquer un peu ça? En quoi consistent ces questions écrites, parce que c'est vraiment quelque chose utile pour nous, c'est la seule façon un peu d'exprimer notre position. Voilà, on est les seuls à l'utiliser pour l'instant.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au premier conseil municipal, on avait posé 7 de mémoire. On nous a dit que c'était à peu près ce qui avait été posé sur toute la candidature de Alain Juppé la dernière fois. Mais les questions écrites, du coup, c'est réglementaire, puisque c'est présent dans le règlement intérieur. C'est la possibilité aux élus de poser directement à un autre élu en conseil municipal une question auquel il est obligé de répondre et de préparer sa question. Donc on en a déjà posé plusieurs, sur le crédit municipal, sur des locaux disponibles pour les associations, sur les maraudes, sur les squats, à titre d'exemple, parce qu'il y en a d'autres. Et donc c'est tout en fin de conseil, donc c'est au moment où il n'y a plus personne, parce que les caciques dont tu parlais sont souvent partis, en tout cas pour ceux de l'opposition, parce que la majorité en règle générale reste quand même. Donc Nicolas Florian, Cazenave, n'ayons pas peur de les citer, généralement on ne les voit plus, Fabien Robert. Et puis là, on pose une question et l'élu à qui qu'on interpelle est obligé de nous répondre sous la forme d'une réponse orale, puis d'une question écrite qui est inscrite sur le PV du conseil municipal. Et puis il y a une deuxième chose qu'on n'a pas encore utilisée parce que c'est un peu plus compliqué, c'est le vœu. Et là, le vœu, ça force le conseil municipal à voter sur un biopublic bien précis. On a des vœux en préparation, c'est plutôt toi qui es chargé, donc tu diras ce que tu as envie de dire, mais on a des vœux en préparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on force la majorité et l'opposition à prendre position réellement à travers un vote sur les vœux. Seul petit souci qui est posé avec les vœux, c'est qu'elles doivent concerner ils doivent concerner uniquement Bordeaux. Alors là, le maire a le droit de refuser, ce qui n'est pas le cas pour une question écrite, il est obligé de l'accepter. Voilà. Alors, Evelyne, elle parlait du mépris, une forme de snobisme du conseil municipal, de la majorité et de l'opposition majoritaire, je dirais, en parlant de Cazenave et de Florian. Est-ce que toi, en tant qu'attaché, tu ressens aussi ce mépris parfois des institutions? Alors, là où je suis très positivement étonné, c'est sur les fonctionnaires de la mairie. On ne peut pas dire qu'on ressent du mépris. Que ce soit de la mairie, de la métropole ou tous les fonctionnaires avec qui on est en contact, sincèrement, qui font un boulot formidable, qui répondent très très vite, qui travaillent beaucoup, notamment au secrétariat général. Aucune forme de mépris sur les élus de la majorité. C'est plus personnel, mais moi ce genre de mépris, je le vois plus, je le ressens plus. Enfin, tu vois, parce que être méprisé par un élu de droite, je m'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire de nos vies un peu. Enfin, je pense quand on est militant de gauche ou en plus racisé dans le quartier populaire, le mépris, on l'a vécu toute notre vie. Au bout d'un moment, on le voit plus. Et puis, à titre personnel, moi je leur rends très facilement le mépris et je me sens pas inférieur à eux, donc sans doute qu'il y en a, et notamment au prochain règlement intérieur, il va y avoir une question sur la tenue en conseil municipal, puisque Fabien Robert a dit lors de la dernière réunion avec les présidents qu'il était gêné parce qu'Antoine Boudinier portait son gilet jaune. Il était plus que gêné, il a dit que c'était inadmissible, que c'était insupportable pour lui de voir un gilet jaune au conseil municipal. Donc on lui prépare une belle surprise. Pour le 8 décembre, restez motivés parce qu'on aura besoin de vous. Donc finalement, pas de regret d'avoir mené cette campagne? Absolument pas, absolument pas, parce que comme je l'ai dit et sujet sur lequel Nordine a insisté, nous voulions et nous voulons continuer à faire rentrer la colère sociale dans ce Parlement bordelais. Nous avons des sujets à traiter et justement le fait ces fameuses délégations, questions écrites nous permettent d'être le relais de problématiques que nous rencontrons, et ce que nous voyons depuis notre élection, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui viennent nous trouver, qui demandent à venir nous rencontrer, à exprimer leurs problèmes, parce qu'ils savent que nous serons ce relais, que de toute façon il y aura quelque chose qui sera fait, et ça permet, nous utilisons ce biais pour pouvoir faire des interventions qui n'étaient peut-être pas forcément à l'ordre du jour. On dévie un petit peu des sujets qu'on devait aborder pour pouvoir introduire vraiment d'autres choses, comme Philippe la dernière fois avait parlé de la fermeture de FIP Radio. Donc voilà, c'est important qu'on puisse le faire. On sait bien qu'à 3 de toute façon ça c'est difficile, mais au moins que l'on nous entende, parce que c'est filmé, les Bordelaises, les Bordelais peuvent regarder, nous entendre et voir que ce que l'on a promis on le fait, c'est-à-dire on sert de relais pour toutes ces luttes sociales et toutes ces questions. Et même si la majorité actuelle refuse d'aborder les vrais sujets, eh bien nous sommes désolés, mais nous on le fera, et on le fera pendant 6 ans.
on continuera, on n'a pas peur. Le fameux mépris dont je parlais, c'est que bien sûr qu'on s'en moque, mais c'est vraiment une attitude qui est vraiment très particulière, parce que ce sont tout de suite des moqueries, ah, ils sont trois, suivez, on vous écoute pour les votes, alors vous votez ceci, vous votez cela. C'est vraiment où lorsqu'il y a eu certains votes et qu'on a voté contre, évidemment, comme il restait les votes contre, tout le monde, on a tous les élus qui nous regardent de l'air de dire, mais alors forcément on n'attend plus que vous. C'est dans ce sens-là que je le dis. Après, on s'en moque, mais on ne pensait pas que ça en arriverait. On serait confronté à ce monde de l'entre-soi où finalement on se connaît, on se tape sur l'épaule dans le couloir, et puis devant les caméras, les journalistes, on fait croire qu'on n'est pas d'accord, et puis depuis le mois de juin, qu'est-ce qui a changé? Rien. Et puis, moi je voudrais bien évoquer aussi l'histoire du moratoire sur la 5G. Le moratoire sur la 5G, c'était vraiment flagrant, la connivence. Voilà, c'était flagrant. Pourquoi? Parce que le moratoire sur la 5G, Urmic avait déjà la majorité de son côté. Philippe a pris la parole avant le vote en disant nous sommes pour ce moratoire, donc ce sera la majorité plus 3 au moins. Donc il avait un boulevard pour faire passer cette 5G. La droite. Le moratoire, pas la 5G. Pardon, quelle horreur. Le moratoire. Et lorsque monsieur Chaban-Delmas a pris la parole pour dire que moratoire ça le gênait, qu'il fallait faire une étude, enfin voilà, qui voterait peut-être pour, mais qu'il ne fallait pas rester sur le mot moratoire, il y a eu une interruption de séance, et là on a vu ces jeux politiques, politiciens dans les couloirs, où on va voir chaque élu, où on vient de tutoyer Philippe, alors qu'on avait dit que non, il n'en serait pas question, c'était moratoire ou rien. Et donc le recul d'Urmic face à une demande de la droite, là où ça valait son pesant de moutarde quand même, c'est quand il pensait avoir le vote d'une députée, Madame Fabre de la République En Marche. Il était tout fier en se disant, mais peut-être qu'on va avoir, nous savions bien qu'elle n'allait pas voter contre la position déjà de son gouvernement, donc au dernier moment, la République En Marche s'est retrouvée à voter comme Bordeaux en 8. Donc ça a été vraiment, c'était un moment assez particulier, assez agréable, et ça montre vraiment, ce sont vraiment des calculs idiots et ridicules. Alors on se dit qu'on comprend maintenant pourquoi il a passé 25 ans dans l'opposition, c'est sûr. Et toi, Nordine, pas de regret d'avoir signé ce CDI pour être attaché de groupe? Pas de regret. C'est vrai que très rapidement, puisque je crois qu'on est sur la fin de notre temps de parole, mais la connivence, c'est très choquant. Moi, ça me choque énormément. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que moi, je pensais sincèrement pas que Pierre Urmic et Thomas Cazenave se tutoyaient, s'appelaient par leur prénom. Non, mais clairement, je ne le pensais pas, quoi. Et quand tu arrives à des réunions où ça se tutoie, ça se parle avec le prénom et tout, enfin, c'est et que dès que c'est filmé, c'est fini. C'est vous, monsieur le maire, et vous, monsieur Cazenave. Voilà. Et non, pas de regret, pas de regret. C'est du travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail collectif avec les militants de Bordeaux en lutte et même ceux qui sont extérieurs. Donc vraiment pas de regret. C'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. C'est vrai que des fois, moi des fois ça me désespère quand je vois certaines politiques publiques. Là c'était le cas sur le Cabaco en début de semaine, qu'on voit le département qui va sans doute, qui a entamé une procédure d'expulsion, et que tu te dis je vais peut-être passer 6 ans à rédiger des communiqués de presse pour dire non aux expulsions de squat. Enfin au bout d'un moment voilà, des fois ça, tu te dis mais quand est-ce qu'on va être entendu, quand est-ce qu'ils vont prendre conscience de certaines choses. Il y a des moments de désespoir, mais il y a des gros moments où la rage ça donne au contraire de la volonté et de l'espoir, et donc ça participe à ça. Voilà. Donc on n'a pas changé de mot d'ordre. Pour Bordeaux en lutte, c'est dans les urnes et dans la rue, partout où on pourra être présent et apporter la colère. Donc n'hésitez pas, si vous avez des associations, des collectifs, des salariés, des individus, à nous contacter si vous voulez que quelque chose remonte particulièrement au conseil municipal. On se fera plaisir de rédiger avec vous une question écrite qui risque de mettre la majorité et l'opposition majoritaire dans l'embarras. Merci. Merci à vous. Merci. Là pour le Cabaco, on reçoit aujourd'hui Véro, qui est un membre actif de Bordeaux en lutte, qui présente à toutes les AG, qui est concerné par ces solidarités envers les étrangers. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu fais pour ces mineurs? Alors, merci Myriam d'abord de me donner la parole sur un sujet qui passe comme ça discrètement
C'est une grande solidarité, c'est un investissement bénévole. Il y a sur Bordeaux des familles anonymes qui hébergent ces jeunes mineurs isolés, qui leur permettent d'avoir un répit, une vie à peu près normale, qui leur permet de se poser, de ne pas vivre dans l'angoisse permanente. Et toutes ces familles sont relayées entre elles au travers d'associations, et on essaye surtout de les mettre en confiance et de leur faire comprendre, après le discours que vous avez entendu tout à l'heure, que la France peut être aussi un vrai pays d'accueil, un vrai pays de solidarité et un vrai pays de fraternité. Et puisque je parle de fraternité, je tiens absolument à rappeler quelque chose, et j'ai même écrit la phrase pour que tout le monde se sente libre d'être bénévole en tant que famille d'accueil. Le Conseil constitutionnel a retoqué le délit de solidarité en 2018, et je l'ai écrit, je vais vous lire la phrase exactement. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de fraternité, une aide désintéressée au séjour irrégulier n'est plus passible de poursuite au titre du principe de fraternité. Ce qui veut dire aussi, n'ayez pas peur d'aider ces jeunes, n'ayez pas peur de les prendre chez vous, n'ayez pas peur de la police, des enquêtes, il n'y a aucun problème, vous n'aurez aucun problème. Ça, je tenais absolument à dire. Et puis ensuite, si vous voulez, je peux vous parler du quotidien d'un jeune, puisque moi j'en ai hébergé un. Ces jeunes, ils sont heureux d'avoir une famille autour d'eux, d'avoir des gens qui prennent en charge leurs particularités culturelles. Ils sont heureux d'avoir un espace à eux, une chambre, de dîner avec nous, d'essayer de tester les nouveautés, nos particularités culturelles. Nous, on respecte totalement leurs particularités culturelles. Je donne un exemple, parce que ça fait partie des choses les plus flagrantes. Leur religion, beaucoup d'Africains sont musulmans. Donc, il n'y a aucun problème, ils ont toujours un espace privé pour pouvoir... Et tu leur fais pas du rôti de porc à dîner? Et je ne leur fais surtout pas dire... D'ailleurs, ils donnent leurs interdits alimentaires, ils donnent leurs interdits culturels aussi, et chargent aux familles de faire la balance entre nos habitudes culturelles et leurs habitudes culturelles. Et vraiment, ça se passe très bien, et c'est un bonheur d'avoir ces jeunes à la maison. Ils nous apportent beaucoup. Aux familles qui ont des enfants, ils apportent beaucoup aussi. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, autant vous dire qu'émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. Et que peut-être justement là, il faut faire attention à mettre la pédale douce pour ne pas trop s'inclure émotionnellement. Ce sont des jeunes qui ont eu des parcours terribles, terribles pour venir jusqu'ici. Ce sont des jeunes qui laissent derrière eux des familles en grande souffrance, en grande détresse. Je fais une petite parenthèse, vous avez entendu parler des élections en Afrique, où ils s'entretuent pour certains. Donc ces jeunes qui sont là, ils ont une maman là-bas, un papa là-bas, des sœurs, et ils sont inquiets. Et nous, les familles d'accueil, on est un peu ce petit nid en dehors du temps, de la dureté de notre vie, pour les rassurer, pour leur dire qu'on les aime. Il faut leur dire qu'on les aime. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, quand on parle de mineurs non accompagnés, ce sont donc des enfants. Oui. Au mieux des adolescents, mais ce sont quand même des jeunes qui sont effectivement sans famille et sans repère. Donc ce ne sont pas des adultes qui savent absolument ce qu'ils veulent faire et qui... Voilà, ce sont quand même des enfants. Voilà. Et les laisser, comme le département, comme nous expliquait Noëlla, que le département non seulement ne fait rien, mais met des bâtons dans les roues aux associations qui viennent en aide à des enfants, c'est complètement scandaleux. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces jeunes gens sont tellement volontaires pour s'intégrer, apprendre le français, partir faire de la mécanique dans des institutions bénévoles. Même eux font du bénévolat. Ils essayent d'apprendre par tous les moyens. Ils sont extrêmement discrets, bien élevés. Et je reviens un peu sur ce que disait un des garçons là, et tout.
Si vraiment il y en a qui n'opposent aucun problème avec les forces de l'ordre, c'est eux. Parce qu'ils rentrent, ils font très attention. Par exemple, là c'est l'hiver, ils rentrent toujours avant la nuit, ils ne traînent pas victoire, ils prennent plein de précautions. Ce sont des enfants adorables. Ça n'est que tout bénéfice pour les familles qui veulent les accueillir. Et j'insiste, prenez contact avec le Cabaco parce que, comme l'a dit Noëlla, il y a une urgence peut-être, et il faudra peut-être en urgence aider le Cabaco. S'ils sont expulsés. Bien sûr. Ils ont vécu au Cabaco ensemble, ils se sont rassurés. Et là, on va les coller dehors en plein hiver. Alors nous, les familles accueillantes, proposez-vous, faites don de votre investissement, de votre solidarité, pour aider ces jeunes qui ne demandent qu'à être utiles, aimés, surtout aimés, et à passer inaperçus dans notre société. Eh bien, merci Véro, et puis bon courage à toi. Donc, on rappelle que les personnes qui souhaitent être famille hébergeante pour les mineurs non accompagnés, contactez le Cabaco, on mettra le contact dans le descriptif de la vidéo. On remercie encore tous les bénévoles qui se mobilisent pour les mineurs non accompagnés et plus généralement pour les étrangers qui se retrouvent sur ce territoire français complètement désemparés et surtout très étonnés de l'accueil qui leur est fait dans ce fameux pays des droits de l'homme. Je pense que beaucoup de pays encore, on leur vend ça, donc du coup, effectivement, c'est aussi pour ça qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils espèrent une vie meilleure, et finalement, ils se retrouvent confrontés à de l'indifférence, au mieux, au pire, à de la répression. Donc merci à tous les bénévoles qui font le travail que l'État devrait faire. Merci Véro. Merci Myriam. On avait envie, avec Bande en Lutte, de rendre hommage au mouvement des Gilets jaunes qui vient de fêter ses 2 ans. Alors, il se trouve que notre liste a été constituée, comme on le sait, avec une alliance NPA France Insoumise, mais aussi avec pas mal de copains et camarades Gilets jaunes qui se sont retrouvés sur cette liste, en position plus ou moins éligible. Et on a aussi pas mal de copains qui n'étaient pas sur la liste, comme toi Patrick, mais qui sont aussi sympathisants, actifs de Bordeaux en Lutte. Donc avec Antoine, conseiller municipal, Patrick, buraliste à la Bastide, Gilets jaunes et Bordeaux en Lutte. Donc on voulait faire un petit point, un petit focus sur ces 2 ans. Donc je vais commencer par toi Antoine. Comment es-tu arrivé dans ce mouvement et qu'est-ce que tu en retires au bout de ces 2 ans? Alors, ma première expérience avec les Gilets jaunes, ça a été explosif, hein, on va dire. Donc c'est effectivement le 8 décembre 2018 que je fais ma première manifestation Gilets jaunes. Donc le jour où j'ai perdu ma main, effectivement. Et j'avais quitté le milieu des manifestations. Pour moi, les manifestations étaient devenues quelque chose qui n'avait plus d'impact, qui était devenu ridicule dans le sens où c'était vraiment des manifs merguez, on va d'un point A à un point B et au final il ne se passe pas grand chose. Les manifestations Gilets jaunes m'avaient vraiment donné envie de me réinvestir dans le mouvement parce que je voyais qu'il y avait un impact politique, un impact médiatique, donc vraiment ça me donnait envie. J'avais une petite appréhension parce qu'effectivement j'avais un certain discours médiatique qui essayait de faire passer les Gilets jaunes pour ce qu'ils ne sont pas. Mais, et du coup, j'y étais allé avec prudence, d'abord à la manifestation du climat. Et quand les deux cortèges se sont rassemblés et on fait une manifestation commune, en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Les Gilets jaunes, c'était quelque chose dans lequel je pouvais vraiment m'investir parce que c'était beaucoup de gens qui en avaient simplement assez, effectivement, de toute cette injustice sociale, de toute cette injustice fiscale et qui simplement réclamaient plus de considération et plus de droits, quoi. Donc, paradoxalement, même si ça a été probablement le pire moment de ma vie, sur la fin, c'était un très bon moment du début jusqu'à presque la fin, quoi. Et donc, voilà, bon, il se trouve que c'est là que j'ai perdu ma main. Ça m'a pas donné envie de quitter le mouvement, au contraire, ça m'a renforcé dans mon idée que les Gilets jaunes, on avait raison de descendre dans la rue, on avait raison de se battre pour nos droits. Et donc, au bout de 2-3 semaines, quand même le temps de me reposer et tout ça, et avec la peur au ventre quand même malgré tout, je suis retourné en manifestation et j'ai continué à aller tous les samedis pendant presque 1 an et demi. Il y avait vraiment tous les samedis manifestation et je continue à y aller et tout ça. Et même aujourd'hui encore, je continue. Voilà. Alors toi Patrick, comment tu as rejoint le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que tu es un gilet jaune des premières heures? Alors moi je suis gilet jaune depuis les premières heures, sauf que
j'étais sur un lit d'hôpital. Le Ah. 17 novembre, on me mettait 4 dans le dos, une greffe osseuse. Donc voilà, mais j'avais mon gilet jaune accroché à la fenêtre de ma chambre. Et pour moi, c'était énorme de voir ce mouvement naître, parce qu'il y avait tout le monde, je veux dire, il y avait toute couche sociale, classe moyenne, etc., etc. Mais moi, c'est pareil, je me suis toujours battu contre l'injustice sociale. Moi, je n'oublie pas d'où je viens, je suis quand même une famille avec j'ai 2 frères, donc mes parents ouvriers, j'avais 13 ans, moi je commençais à bosser pour aider mes parents. Et oui, et puis je sais ce que c'est que de travailler, d'avoir des difficultés. On partait pas en vacances, etc., etc. Quoi. Donc moi, je me suis toujours un peu révolté contre ça. Et c'est vrai que quand ce mouvement est né, bah, je dis voilà, c'est quand même voilà, c'est le pied quoi. Et donc voilà, et puis plein d'autres injustices sociales. Moi, je vois, j'ai commencé à bosser à 17 ans. À 17 ans, on me dit bah, tu vas bosser 37 ans, tu vas te reposer. Aujourd'hui, je vais sur 58, il faut que j'aille bosser jusqu'à 62 ans. Et je suis diminué physiquement, alors moralement aussi, hein, parce que bon, quand on est diminué physiquement. Et voilà la raison pour laquelle. Et après, effectivement, dès que j'ai pu rejoindre, que j'ai récupéré physiquement, à partir de février 2019, j'allais au rassemblement avec ma béquille, mais j'allais me traîner pour être solidaire du mouvement. Alors si on devait aujourd'hui, si vous deviez aujourd'hui extraire un mouvement, alors je sais que c'est sur 2 ans de manifestation, c'est peut-être un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement vibrant que tu voudrais, dont tu te souviens avec peut-être nostalgie ou bonheur Alors pour ma part, moi, au départ, je le vécu à partir de février que les rassemblements, hein. Donc physiquement, je ne pouvais pas suivre. Mais il est clair que ouais, c'était le bonheur de se retrouver les samedis, de retrouver les personnes, d'échanger. Oui, oui. Et en fait, il y a plein de liens qui se sont créés, de relations. Et voilà, au niveau humain, ouais, c'est costaud. Moi, je dis qu'au niveau humain, les gilets jaunes, c'est costaud, quoi. Donc il n'y a pas un moment particulier, en fait, c'est tous les samedis où Ouais, ce plaisir de alors retrouver moi, les camarades et ouais, de, voilà. de marcher seul ensemble. Quoi. Voilà. Et toi Antoine, bon peut-être le 8 décembre. Alors le 8 décembre, est-ce que c'est vraiment un bon moment? Non, Je sais pas. c'est pas un bon Je sais moment. pas. Comme j'ai dit, voilà, paradoxalement, c'était à la fin un très bon moment et avec un épisode plus compliqué. Non, par contre, il y a une période qui m'a fait énormément plaisir. Ça a été la période de la mobilisation contre la réforme des retraites, où effectivement on a vu, parce qu'en fait les gens ont vu la manifestation contre la réforme de retraite qui a été énorme, une énorme mobilisation qui a rassemblé effectivement des syndicalistes, des gilets jaunes, des appareils de parti aussi, enfin vraiment énormément de gens. Mais tout ce qu'on n'a pas vu en fait, c'est derrière toute l'organisation qui a été faite effectivement c'était à Blanquefort où il y avait des rassemblements intersyndicaux, gilets jaunes, citoyens en colère, enfin vraiment tout le monde qui se rassemblait et qui préparait cette mobilisation, qui préparait cette grève générale. Et donc ça a été un moment de lutte commune, de front commun et vraiment ça m'a donné espoir, effectivement, ça m'a montré qu'on est encore capable de se mobiliser tous ensemble. Je pense que pour moi le mouvement des Gilets jaunes en fait il a permis ce genre de mobilisation. Il a permis de remontrer à des appareils de lutte un peu découragés, un peu blasés, qu'il était encore possible de foutre le bordel, qu'il était encore possible de foutre, de renverser, d'essayer de renverser la table. Et donc, moi, je pense que les Gilets jaunes ont permis ça, et je suis très content que ça ait pu donner ça. Même si voilà, bon, la réforme des retraites, ils ont réussi à la faire passer en force malgré tout. Mais voilà, c'est en continuant à les mettre, à les pousser au mur, en fait, qu'on finit par montrer leur vrai visage et qu'on démonte leurs éléments de langage et qu'on les fait passer pour ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire un gouvernement répressif et liberticide. Alors tu parles des mouvements de retraite comme ayant été un moment d'union en fait entre gilets jaunes, partis, syndicats, personnes non encartées. Là il semblerait qu'au profit entre guillemets de la loi sécurité globale on retrouve un petit peu cette forme d'union un peu comment dire hétéroclite. Quel avenir pour le mouvement des gilets jaunes, Patrick? Mais bon, j'y crois. C'est peut-être utopique, hein. Mais je pense que ce mouvement est né il y a 2 ans. Et mais il est ancré quand même dans notre vie de tous les jours. Et je pense ça peut redémarrer. Et
Parce que pourquoi? Parce que en fait ça concerne tout le monde. Je veux dire, ça concerne tout le monde, les chômeurs, les précaires, même si c'est les précaires, la classe moyenne est de pire en pire maintenant. On voit que même la classe moyenne est touchée, quoi. Donc, et ça va, plus ce qu'ils mettent en place, ça va de plus en plus s'accentuer. Donc, oui, moi je crois que ce mouvement peut repartir, et puis on l'a vu dans les dernières semaines ou dernières manifestations, ça revient. Ça revient, mais moi je suis certain aussi que dans les mouvements, il y a des gilets jaunes, mais qui n'osent pas remettre encore leur gilet, mais qui sont gilets jaunes au fond de corps. Antoine, la même question. Quel avenir pour toi, pour ce mouvement? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'il faut se transformer? Alors, Est-ce qu'il faut remettre son il y a gilet? plusieurs choses. Je pense que déjà les gilets jaunes, comme il a dit, en fait les gilets jaunes ils sont toujours là, il y en a qui ne mettent plus le gilet. Moi je sais qu'en manifestation je ne mets pas le gilet parce que j'ai peur des policiers. Et que mettre un gilet jaune, malheureusement ça fait toi une cible. Il y en a qui ont... Enfin voilà, je sais que voilà, j'ai cette peur. Par contre, effectivement, le mouvement, pour moi, il gardera son sens et il continuera à exister tant que la colère sera là. Et la colère, elle n'est pas prête de partir. Ce qu'il y a, c'est que les gilets jaunes, pour moi, ils sont rentrés en fait dans ce qu'on pourrait appeler la mythologie révolutionnaire française. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une imagerie à l'international du révolutionnaire français, entre mai 68, les luttes syndicales, les drapeaux, la CGT, enfin voilà, tout ça, c'est... L'histoire des luttes sociales en France, elle est très forte, et il y a tout un imaginaire. Et aujourd'hui, je pense que les Gilets jaunes, dans 50 ans, on fera encore partie de cet imaginaire-là. Voilà, on rentrera, pour moi, on est rentré dans cet imaginaire. Donc c'est pour ça, le mouvement, je ne pense pas qu'il va s'effacer. Il va avoir ses hauts, il va avoir ses bas, il va avoir ses transformations. Il est obligé de se transformer. Parce que sociologiquement, les Gilets jaunes, quand même, quand on est et j'en faisais le premier parti, c'était des gens... quand même, on était, même si on était parfois certains très militants, et ben dans l'ensemble, c'était quand même beaucoup de gens qui justement en avaient marre de toute cette politique, marre de tous ces trucs-là, qui disaient tous pourris et tout ça, et qui de toute façon étaient blasés, mais qui en avaient juste ras-le-bol et qui d'un coup sont allés dans la rue. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et donc toutes ces personnes-là qui étaient dépolitisées, ben maintenant qui se sont repolitisées, il y en a qui se sont politisées très à gauche, d'autres qui sont politisés très à droite. Et pour moi, à un moment, on était obligé d'obtenir une certaine rupture là-dedans. Et donc il y a des gens qui sont dans une espèce de nostalgie du début des Gilets jaunes, où effectivement, certains qui me disent on s'en fiche de savoir si tu es à droite ou si tu es à gauche, il faut qu'on soit tous ensemble et tout ça. Moi je pense que pas du tout. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on dégage effectivement l'extrême droite de notre mouvement, parce que non, les Gilets jaunes ne sont pas tous d'extrême droite, mais on a une frange malheureusement qui nous pèse et qui nous handicape à mon avis, et donc on ne doit pas avoir peur de se débarrasser et de dire non à Marine Le Pen, non à Asselineau, non à tous ces gars-là qui tentent de récupérer les Gilets jaunes par des idées complotistes complètement ridicules, alors qu'il y a déjà tellement d'enculeries qui sont elles réelles et qui sont tellement et qui sont sous notre nez et qui pour le coup méritent qu'on se batte pour elles. Et donc ouais, il faut qu'on n'hésite pas à faire front commun pour dégager ces gens-là et pour dégager aussi parce que sinon on ne pourra pas dégager notre gouvernement tant qu'on sera miné par l'extrême droite, quoi. Mais voilà, il faut qu'on c'est pas que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose qu'on évolue, c'est que forcément de fait on évolue. C'est obligatoire. Et donc pour moi, effectivement, ça a passé par nous mélanger aussi à d'autres organismes. Moi, par exemple, je me suis mélangé avec Bordeaux en lutte, tout en restant gilet jaune, effectivement. Je me suis mélangé à Bordeaux en lutte, je me suis mélangé avec les mutilés, par exemple, avec les blessés, les collectifs de blessés. Et forcément, voilà, c'est comme ça qu'on va se former aussi et qu'on s'est formé et qu'on continue à... On est constamment en formation là-dessus. C'est aussi une façon de structurer le mouvement, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de reproches en tant que Gilets jaunes. Hein. D'abord, on était effectivement d'extrême droite. Ensuite, on était des alcoolos qui n'avaient rien à dire. Ensuite, on était incapables de s'organiser. Alors, un mouvement qui tient quand même 2 ans, plus de 2 ans, c'est qu'il y a quand même une forme d'organisation, même si elle est différente des organisations classiques.
malgré tout, effectivement, le manque de structuration a pu parfois être dommageable au mouvement et comme tu le dis, laisser parfois la place du coup à une extrême droite qui avance toujours visage masqué. Et un des reproches qu'on a fait aussi au mouvement des Gilets jaunes, c'est de finalement être la cause du fait que les commerçants n'arrivaient plus à remplir leurs caisses. Alors toi qui es commerçant, Patrick, ce reproche qui a encore été fait pas plus tard qu'en début de semaine par le représentant du commerce des Triangles d'Or à Bordeaux. Le alors, président, oui, le Triangle d'Or, ouais, voilà, tout à pour ceux fait. qui ne connaissent pas le Triangle d'Or à Bordeaux, comme son nom l'indique, ce sont les magasins qui se situent plutôt aux grands hommes, qui est un quartier plutôt chicos, où les gilets jaunes n'ont pas vocation à faire leurs courses, mais on est quand même responsable du fait qu'ils n'aient pas pu remplir leurs caisses. Donc toi qui es commerçant, quel est ton avis là-dessus? Ton avis, non l'objectif. Oui, ben, tout à fait. Alors moi j'ai un commerce quand même particulier parce que je suis buraliste, quoi. Mais même si on n'a pas été impacté plus que ça, puis bon, de toute façon, même les manifs qui sont passés sur la Bastille et tout, je veux dire, personne n'en a souffert, quoi. Je dirais que même nous, ou les cafés ou quoi, on en a même bénéficié. Ouais. Ça, c'est clair. Et moi, après, je m'affiche en tant que gilet jaune aussi, au niveau du commerce. Mais pourquoi? Parce que j'ai 5 employés aussi, quoi. J'ai quand même 5 employés, et bon, je les vois tous les jours. J'ai quand même 3 jeunes, 3 personnes qui ont moins de 25 ans, quand je les vois ramer, qui ne peuvent même pas se payer un permis de conduire, tout ça et tout, c'est quand même grave, quoi, je veux dire. Donc voilà, après, bon, moi je suis un commerce particulier, donc voilà. Mais tu me disais tout à l'heure quand même ton incompréhension sur le fait que les commerçants justement ne se soient pas plus mobilisés finalement. Oui, alors ça, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est une forme de résignation, de dire de. Franchement, oui, là, je comprends pas. Donc, alors là, ils vont ouvrir là, donc, la semaine prochaine, en fin de semaine, donc ils vont être contents, quoi, hein, mais moi, je me demande comment ils vont faire, hein, parce que bon, je veux dire, entre les charges reportées, tout ça et tout, en fait, c'est reculé pour me sauter, quoi. Donc, bon, ils auront toujours les mêmes problèmes, quoi. Alors, bien sûr qu'ils bénéficient du chômage partiel, tout ça et tout, mais est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une solution pour les employés? Enfin, moi, je sais que avant que je mette mes employés au chômage partiel, je ne veux pas trop longtemps pour pas qu'ils soient au chômage partiel, quoi. Et de garder leur emploi, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Donc, alors, c'est un mouvement, Antoine, désolé de reparler de ça, c'est un mouvement qui était quand même fortement réprimé. Nous, au CLAP, on a eu un boulot de dingue à faire sur ces 2 ans, entre les blessés, les mutilés, les amendés, ça a été quand même assez gore. Est-ce que tu crois que cette violence a pu aussi renforcer certaines convictions malgré tout? Je pense que c'est justement ce qui nous est arrivé. Ça nous a poussé à nous former effectivement et à rentrer dans la lutte, alors que à la base, enfin vraiment, on était juste perdus. Les mutilés, on a mis beaucoup de temps à se positionner, à savoir où on en était. Ça a été très dur. Il y en a, ils en sont toujours pas sortis. Ils sont encore dans une introspection par rapport à leurs blessures, quoi. Ça, donc, mais je pense que ça nous a obligés effectivement à venir dans la rue et à se former et à faire à rentrer dans les luttes, quoi. Enfin, donc voilà, moi je. Donc aujourd'hui, les collectifs des mutilés, pour l'exemple, c'est une 50aine de mutilés, un petit peu moins, qui sont regroupés dans ce collectif, qui travaillent aussi avec les familles, avec des collectifs anti-répression comme le CLAP. L'utilité de ces collectifs n'est plus à prouver. Aujourd'hui, on sait que quand on est blessé ou mutilé, on a besoin de solidarité et de soutien. Est-ce que malgré tout, tu sens que parfois vous êtes oublié dans la lutte et oublié en général alors que vous êtes gravement blessé? Alors malheureusement, ou instrumentalisé. Voilà, c'est sur ça que j'allais dire. C'est que des fois, il y a des gens qui ne sont pas oubliés et qui voudraient l'être. Parce que voilà, il y en a, ils préfèrent garder une vie privée, c'est normal. Enfin, quand tu te remets de ta blessure, là, tu as besoin Et malheureusement, ceux qui veulent rester discrets, et ben malheureusement, ils se font souvent instrumentaliser. Instrumentaliser, ça veut dire que on parle à notre place. Du coup, on est obligé de parler pour nous-mêmes.
Et parce qu'il y a des gens, ils vont parler à notre place et ils vont raconter tout et n'importe quoi sur ce qui nous est arrivé. Moi, il y a des gens l'Action française qui s'est mis à publier des articles sur moi, sur le pauvre petit blanc qui s'est fait taper dessus par la police pendant que ils n'étaient pas dans les banlieues. Voilà, c'était pas dans les banlieues à taper sur les racailles et tout ça. Enfin, vraiment, ça m'a tellement excédé que, enfin, je me suis, vraiment, ça m'a, pardon, j'ai un peu trop en colère là pour le coup. Et aussi, Antoine, je me permets d'insister un petit peu parce que on a l'impression que le fait d'être mutilé devrait amener énormément de compassion, ou le fait d'être blessé devrait avoir de la compassion. Or, pour l'avoir subi, moi, quand je me suis fait fracasser la tête par les flics, et parce que je te connais bien, puisque tu es un camarade à plusieurs niveaux, c'est aussi des insultes qu'on reçoit, c'est aussi des menaces qu'on reçoit. Comment on réagit quand on est mutilé, blessé, et qu'on fait face à des menaces et des dénigrements? Alors, il faut bien comprendre que on prend beaucoup d'insultes, des menaces de mort aussi, ça arrive sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde nous aime pas. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'amour qu'on peut recevoir aussi de gens, c'est plutôt une bonne chose, mais des fois c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Ils surinvestissent voilà, la relation. ils surinvestissent, et du coup il y a une espèce de martyrisation aussi du mutilé. Qui peut être toxique et qui peut effectivement pour nous, voilà. Mais pour ce qui est des insultes et tout ça, moi ce que je conseille à toute personne qui a été blessée, c'est de se rapprocher effectivement des collectifs qui luttent contre les violences policières, des collectifs de blessés, il y en a beaucoup, il y en a des locaux, il y en a des nationaux. En Gironde par exemple, il y a le CAP 33 effectivement, voilà, moi que je soutiens énormément de toute façon, et Myriam qui en fait partie effectivement, voilà. Et donc de se rapprocher de ces organismes-là, qui vont les protéger, qui vont les aider effectivement à s'en sortir. Donc ça c'est une première chose. Et en fait de garder toujours du recul. Et de ne s'investir que quand on se sent prêt. Si vous voulez vous investir dans la lutte contre les violences policières, si vous voulez parler en public, faut le faire quand on se sent prêt. Faut pas se brusquer, faut pas voilà. Mais surtout il faut pas rester tout seul. Parce que c'est le meilleur moyen de péter un plomb, c'est le meilleur moyen de... Moi je sais que j'ai reçu des insultes sur internet qui étaient très très dures, quoi, vraiment, où on m'invitait à attraper les grenades avec les dents, où on me disait qu'on allait me remettre dans les boîtes aux lettres, enfin vraiment c'est dur, c'est très dur. Mais plus ça vous arrive, plus vous répondez, plus vous apprenez à vous blinder, plus vous apprenez à construire une carapace sans pour autant mettre une carapace autour de vos proches. Et les proches sont très importants. Les proches sont très importants quand on a une blessure comme ça, je pense. Voilà, Myriam qui a elle aussi été, ça remonte, ça fait 12 ans maintenant, mais voilà, en plus tu es vraiment un symbole d'espoir là-dedans, puisque tu as quand même réussi à obtenir justice, tu as quand même réussi à faire condamner l'État, comme quoi c'est possible. Donc voilà, mais les proches sont très très importants. Voilà. Alors, ce que tu dis, c'est effectivement important pour toutes les personnes qui sont victimes, blessées, mutilées ou simplement choquées, traumatisées parce qu'ils ont assisté à des violences policières. Il ne faut pas rester seul, il faut rejoindre les collectifs. À Bordeaux, effectivement, il y a le CLAP 33 qui existe maintenant depuis 12 ans, donc qui sait à peu près quand même comment accompagner ces personnes. Mais aussi pour les gilets jaunes, il est important de ne pas rester seul parce que parfois on a du mal à se motiver quand on est tout seul. Donc toi Patrick, tu fais partie du collectif Jeunes, etc. et du collectif de Bassens. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'être dans des collectifs de gilets jaunes? Moi c'est surtout que jusqu'à présent, comme tu dis si bien, c'est que je me sentais seul dans le combat. Et effectivement depuis 2 ans, plus le collectif de Bassens, oui, on se sent soutenu dans nos démarches. Parce que moi c'est vrai que je me suis toujours positionné, mais j'ai toujours été indépendant par mes professions. Donc en fait, tu as l'impression de ne pas être seul. Et là, c'est vrai que depuis 2 ans, ça te donne la hargne, la pêche. Je dis, ouais, de toute façon, tu n'es pas seul, mais à plusieurs, on peut y arriver, plusieurs collectifs, plusieurs personnes, et on peut arriver à faire quelque chose. C'est la machine à rond-point pour moi. C'est le moment où les gens sont tous rassemblés sur leur rond-point et se sont rendus compte que je ne suis pas tout seul en fait à penser que c'est la merde
et qu'il y en a marre, en fait je suis pas tout seul, mais on est plein, et là on va se mobiliser encore plus, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. En fait, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est plus seul, qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose, qui sont dans la même mouise que toi, ou que les autres et tout, et que voilà, que tout ça, en fait, les gens se cachent derrière des trucs et tout, mais en fin de compte, on est tout. Voilà. Et on doit avoir cette entraide. C'est bien que tu rappelles les ronds-points parce qu'il ne faudrait pas juste limiter le mouvement des Gilets jaunes aux manifestations du samedi. Hein. Il y a eu les ronds-points qui ont été occupés, ils ont grandement participé au blocage pendant les mobilisations sur la loi retraite. Ils ont été capables de faire preuve d'énormément aussi de solidarité, bien sûr envers les blessés, mais pas seulement. Il y a eu la solidarité pour les Gilets jaunes qui étaient vraiment très près de choses, ont été discutées, décidées. Plusieurs collectifs en Gironde qui étaient structurés. Il y a le collectif Jeune, etc. à Bordeaux, mais tu parlais de Bassins, on pourrait parler de l'expérience de Saint-Macaire qui a été aussi exemplaire à cet endroit-là. Donc il ne faut pas penser que c'était juste un mouvement de gens qui descendaient que le samedi gueuler, qui rentraient chez eux. Effectivement, malgré la répression, malgré la démobilisation qu'on a vue pendant un certain temps, il semblerait qu'il y ait des choses qui reprennent. Donc on appelle tous les camarades, voilà, l'été, c'est normal qu'il y ait une démobilisation. Alors, on peut la regretter, mais c'est normal qu'elle soit là, elle y est tous les ans. Donc les Gilets jaunes, il ne faut pas qu'on panique quand il y a moins de mobilisation l'été, c'est dommage, mais d'ailleurs ils aiment bien passer plein de trucs l'été parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de mobilisation. Mais croyez-moi, va y avoir, on n'a pas fini d'entendre parler des Gilets jaunes à mon avis. À mon avis, ouais. Je pense que dans 50 ans, on sera encore là. Quoi. Non, mais c'est clair, c'est comme on parle de 68, actuellement, on parlera des Gilets jaunes. Ah, mais oui. Mais évidemment, on est déjà rentré dans l'histoire, et c'est ce que tu disais, Antoine, par rapport à l'histoire des luttes. Et moi, c'est parfois ce que je reproche, entre guillemets, à certains camarades Gilets jaunes, c'est qu'ils n'arrivent pas toujours à s'inscrire dans cette histoire des luttes. Parce que s'il y a les Gilets jaunes, c'est qu'avant, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, qui ont tenu le pays en tension pendant toutes ces années. Et les Gilets jaunes, quelque part, c'est le dernier mouvement qui vient de naître, et il a tout à fait sa place et sa légitimité. Mais on ne peut pas s'abroger non plus des autres. Voilà, mais qui n'oublie pas qu'il s'inscrit dans cette histoire. Et effectivement, on a marqué l'histoire, on sera dans les livres d'histoire, on apprendra le mouvement des Gilets jaunes à l'école. Je ne sais pas comment l'école parlera de nous, mais on en parlera, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Donc les copains Gilets jaunes, restez mobilisés sur Bordeaux et ailleurs. Les manifestations reprennent le samedi. Si vous souhaitez rejoindre le collectif Jeunes, etc., contactez-nous. On a une page Facebook et plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est un collectif où il y a beaucoup de bonne humeur. On parle beaucoup de bouffe, donc on ne parle pas que politique, mais c'est important de ne pas se sentir seul. Donc si vous êtes à Bordeaux, Gilets jaunes et un peu isolé, n'hésitez pas à nous contacter. Par rapport à la répression et aux violences policières qu'il y a eu sur le mouvement, avec Antoine, on prépare quelques actions. Ouais. Le 2 décembre, notamment, on rendra hommage à Zineb Redouane, qui a été, comme vous le savez, victime d'un tir de lacrymo en pleine tête, 80 ans décédé suite à ce tir de lacrymo. Donc le 2 décembre, on rendra hommage à Zineb Redouane. Et le 8 décembre, on vous prépare une belle surprise dont on vous reparlera plus précisément, soit dans une vidéo, soit dans une publication de Bordeaux en lutte. Merci en tout cas les copains d'avoir témoigné, et puis on n'a pas fini de voir du gilet. C'est ça. Bonjour, Maëlys, militante à Bordeaux en lutte, et également avocate au barreau de Bordeaux. Alors je voulais vous parler de la justice confinée, puisque la justice, le secteur de la justice est également affecté par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, doublée maintenant de l'état d'urgence terroriste. Et qu'on en a encore pour jusqu'à février, puisque ça vient d'être prolongé, donc ça fera 1 an, si ce n'est plus, malheureusement. Il y a déjà des ordonnances pénales qui ont été prises, qui vont concerner la cour d'assises jusqu'au 31 décembre 2021. Et alors les conséquences sont une baisse de la qualité des décisions de justice, une atteinte aux libertés publiques, évidemment, et un glissement très dangereux de certains pouvoirs de justice vers la police. Donc lors du premier confinement, le service de la justice a été interrompu, sauf pour quelques rares audiences en extrême urgence. Et ça a eu pour conséquence que des mesures de détention provisoire, notamment, soient tout simplement automatiquement prolongées. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui ont été rendues sans audience et ça a résulté en un encombrement encore plus grand des juridictions. Du coup, le deuxième confinement, la justice fonctionne normalement, mais avec des mesures soi-disant pour
s'adapter à la crise sanitaire et une ordonnance qui passe très récemment, le 18 novembre 2020, qui instaure la visioconférence devant toutes les juridictions pénales. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est prévenu, donc présumé innocent, peut être filmé dans sa prison, en face du juge, derrière l'écran, en l'absence de toute publicité d'audience, qui est quand même une garantie. Le fait que la justice soit rendue publiquement, ça fait partie des libertés fondamentales, et sans que son avocat n'ait pu le rencontrer en chair et en os, avec les conséquences catastrophiques que ça a. Autre exemple de restriction des libertés publiques au sein du secteur de la justice, la possibilité pour le juge de juger à juge unique plutôt que par un tribunal collégial composé de 3 personnes. Il faut bien comprendre que le souci du ministre de la Justice actuellement, c'est plus de parer à l'encombrement des juridictions et de combler les retards en fait. Donc c'est pas le souci de rendre de bonnes décisions de justice ou d'améliorer la qualité des décisions de justice, encore moins de préserver les libertés publiques. C'est plutôt un objectif quantitatif en fait pour économiser les deniers publics et rendre le service de la justice plus efficace, entre guillemets, au détriment de la bonne justice, en fait. Il y a aussi quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'on a des pouvoirs de police nationale qui sont étendus à des policiers municipaux et même à des services de sécurité privés. Ce qui fait que des policiers peuvent prendre directement l'initiative de mettre des amendes, alors que sur des petits contentieux qui, autrefois, nécessitaient que la personne passe devant un juge. Donc, on a un glissement vers un état policier, puisque la police, en fait, a de plus en plus de pouvoir. Donc ça me fait enchaîner sur le problème de la loi sécurité globale, qui est bien évidemment critiquée par le syndicat des avocats de France et également le syndicat de la magistrature, donc les 2 principaux syndicats des magistrats et des avocats, avec énormément de contenants qui fait problème. Pour citer rapidement, il y a l'article 21, l'article 22, l'article 24. L'article 21, c'est sur le fait que la police et la gendarmerie pourra filmer ou filmera systématiquement avec un but de reconnaissance faciale, avec toutes les erreurs, tous les risques que ça entraîne, puisque c'est pas du tout fiable, et dans le but de harceler les opposants politiques, de faire des détentions préventives ou des gardes à vue préventives, de prendre des mesures de police qui ne sont pas suivies de poursuites judiciaires puisqu'il n'y a pas lieu. La surveillance par les drones qui en fait est soi-disant pour protéger la population, mais qui en fait est souvent utilisée pour les manœuvres de police pour bloquer les manifestants, les nasser ou les disperser. Et bien évidemment l'article 24 sur le fait qu'on ne pourrait plus filmer les violences policières. Donc ça c'est dramatique. En tant qu'avocate, on sait bien que c'est la seule façon, quand on a une victime de violences policières, de faire valoir ses droits, de faire valoir sa plainte, puisque la parole d'un policier contre la parole d'une victime, c'est toujours la parole du policier qui est retenue. En face, le ministère public nous oppose toujours le fait qu'on ne peut pas reconnaître le policier qui est l'auteur des violences. Donc le fait que ce soit filmé, c'est la seule preuve qui nous reste pour faire valoir une procédure et pour la mener jusqu'à terme. Donc ça, j'y reviens pas, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment quelque chose de catastrophique. On espère que ce sera non validé par le Conseil constitutionnel. On sait déjà que le Conseil d'État se prononce contre l'utilisation de drones. Et enfin, la CNIL, la Commission nationale liberté informatique, n'a même pas été consultée, alors qu'il s'agit bien de données et d'informations qui la concernent. La CNIL aurait dû être consultée. Donc au final, le constat, c'est qu'il y a un déficit démocratique qui se creuse depuis, à mon sens, les élections d'Emmanuel Macron, malgré le mouvement des Gilets jaunes, que l'exécutif contrôle complètement le législatif et de plus en plus le pouvoir judiciaire.
Donc il y a vraiment un problème de déficit démocratique, que la police n'est plus non plus contrôlée par le peuple, qu'elle n'a qu'un rôle en ce moment répressif, alors qu'on aurait pu revenir à l'idée originelle que la police, l'agent de police, l'officier de police a un rôle pacificateur, que c'est lui normalement qui tisse des liens avec la population qu'il est censé protéger. Donc aujourd'hui, il est vraiment important de lutter contre ce glissement vers l'État policier qui nous menace. Donc en conclusion, en attendant les prochaines élections présidentielles, sérieusement, il faut continuer de lutter pour préserver la liberté d'information, la liberté de penser, la liberté de la presse et la liberté de manifester. Pour le moment, c'est tout ce qui nous reste et il ne faut surtout pas qu'on perde ça. Donc continuons la lutte.